m'appelle Zahir Madi. Je suis ambassadeur au sein de la GCTQ, la Géante Chambre tunisienne au Québec. Je suis ambassadeur de la GCTQ et au sein de la au service d'entreprise. Et donc aujourd'hui, je vais être le modérateur de ce webinaire qui concerne comment préparer son pitch. Donc, ce webinaire il est organisé en partenariat avec notre partenaire Agora Alliance. Donc, on est vraiment heureux et content de ce partenariat et j'espère qu'on va développer encore d'autres événements. Pour cet événement-là, il est intitulé Donner de l'impact à votre pitch. Donc, comme vous savez, surtout pour les startups, le bien rédiger et bien préparer son pitch, c'est un élément clé pour la réussite de son startup et surtout pour tout ce qui est levée de fonds. Pour aujourd'hui, on a un programme que je vais détailler comme suit. Donc là, je vais commencer là, tout à l'heure par présenter notre jury. Après, donc, je vais donner la parole à M. Jean-David pour faire la présentation du principe clé de bon pitch. Après ça, donc, on aura nos startups qui vont donner leur pitch. Donc, on aura 3 minutes par startup. Après ça, donc, il y aura une session de délibération par notre jury. Donc, entre-temps, nous, on peut faire des réseautage ou parler entre nous. Donc, après ça, il y aura une durée de 20 minutes de questions et réponses par rapport à la présentation ou toute question qui concerne comment préparer son pitch. Et après ça, donc, on va annoncer le gagnant. Donc, il y aura un gagnant parmi nos startups ce soir. Et Jean-David va mettre à l'avant l'atelier qui s'appelle Donner l'impact à son pitch. C'est un atelier qui est organisé ou bien qui est donné par Agora Alliance. Et à la fin, ben, c'est ça. Je vais commencer par présenter notre jury. Donc, notre jury est composé de Madame Marilyn Marty, fondatrice de Les Talents M. Elle est experte en marketing et développement des affaires et communication. De Madame Anne-Solène Rio. Donc, elle est cofondatrice, ouais. Donc, cofondatrice de Agora Alliance. Elle est entrepreneur spécialisée en stratégie de communication et connectrice et mentor d'affaires. Il y a aussi Jean-David Rezayov. Donc, lui, il est aussi cofondateur de Agora Alliance et il est entrepreneur dans le domaine des technologies 4.0, expert en pédagogie et coach d'affaires. On a aussi Hector Giraldo, donc il est directeur général de la Chambre de commerce latino-américaine du Québec. Il est entrepreneur avec expérience en B2B dans les domaines du TI et produits web aux PME montréalaises. Et on a aussi avec nous Shaima Benmeloud, qui est la fondatrice de la GCTQ. Et elle est ingénieure et elle travaille dans le domaine de l'aéroportière. Je pense que c'est ça. Je vais juste vérifier que Khaled ou bien Nabil sont rejoints à nous. Khaled Belhajali, tu es là? Je pense non. Nabil Jawa? Non. Ok, ben, je vais juste présenter la GCTQ. Après, je vais donner la parole à Jean-David pour présenter Agora Alliance et commencer sa présentation. Donc, la GCTQ, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, nous, on est un groupe de jeunes entrepreneurs et travailleurs ici au Québec. Le but de la mission de notre organisme, c'est
d'offrir des opportunités de réseautage professionnel et de supporter le développement de carrière des jeunes, principalement entre 16 ans et 40 ans, ainsi que solidifier les liens entre les jeunes tunisiens et les jeunes de la société québécoise. Donc, notre objectif, c'est vraiment de développer l'esprit entrepreneurial pour tous les jeunes. Donc, nous, notre organisme, maintenant, on a plus que 100 membres donc, de la GCTQ. On a plus que 25 ambassadeurs. Et donc, on a plusieurs secteurs d'activité, principalement la formation et le développement professionnel, les services aux entreprises, le développement international et la gouvernance et l'application sociale. Donc, on a toute une panoplie de projets qu'on travaille là-dessus entre le Québec et la Tunisie. Et donc, c'est pas mal ça. Et cette année, on a gagné 2 prix. Donc, et on est vraiment fiers de ce travail-là. Je pense que je vais passer le parole à Jean-David. Donc, David, merci. avec Merci, plaisir. Zahir. Donc, déjà, merci à toute l'équipe de la JCTQ de nous donner l'opportunité de faire ce premier événement ensemble à distance. Donc, je prends le soin de le dire à distance et non pas virtuel, car pour moi, les relations à distance n'ont rien de virtuel. Le téléphone existe depuis longtemps et on n'a jamais dit que se téléphoner, c'était une relation virtuelle. Donc, parlons de la distance. Pour vous présenter en 2 mots Agoralliance, en fait, on est un incubateur, accélérateur pour les entrepreneurs venus d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dédié aux entrepreneurs qui ne sont pas nés au Québec, qui viennent d'autres pays du Québec. Pourquoi? Parce qu'on a, avec mon associé Anne Solène qui est présente avec nous et puis notre associé Coralie Crescent qui est la 3e personne de cette initiative, on a fait le constat comme beaucoup d'entre vous, c'est que quand on est immigrant, on est déjà entrepreneur en soi. C'est déjà un projet entrepreneurial que d'immigrer. Et on sait qu'être entrepreneur, c'est souvent être seul. Alors quand on est entrepreneur et immigrant, on est doublement seul. Et la Agoralliance, en fait, le nom d'Agoralliance, c'est permettre l'alliance entre les entrepreneurs venus d'ailleurs pour favoriser des coopérations. Et on le fait à travers 3 grands axes. Le premier axe, c'est d'apporter de la compétence à travers ce que nous appelons des ateliers ou des programmes coopératifs. Pourquoi on n'appelle pas ça de la formation? Parce qu'on est sur des pédagogies assez innovantes. Donc, on pourra en parler dans un autre cadre, mais surtout basé sur la coopération et non pas sur l'apprentissage top-down, comme on dit en bon français. Le deuxième axe, c'est l'accompagnement personnalisé qui se traduit par toute une gamme de services qui peuvent être du coaching, du mentoring, du tutoring, mais aussi permettre aux des entrepreneurs de détecter des opportunités d'affaires, permettre aussi de la mise en relation qualifiée, de la mise en visibilité et de la veille que l'on mène pour nos entrepreneurs. Et puis le troisième registre de nos activités, c'est bien sûr les événements, tels qu'aujourd'hui, qu'ils soient à distance ou quand le Covid nous aura laissé tranquilles, de faire aussi des événements en présentiel, comme on dit. Voilà, mais globalement, la particularité, c'est d'accompagner les entrepreneurs immigrants. On est un dispositif à grande majorité distancielle, c'est-à-dire que 90% de ce que l'on fait se fait à distance. Et puis, l'autre particularité, c'est qu'on accompagne non pas les entreprises, mais les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on est focalisé sur le chef d'entreprise. On n'a pas vocation à accompagner tous les collaborateurs d'une entreprise, mais uniquement le chef d'entreprise. Donc, c'est une autre particularité par rapport à d'autres incubateurs. Et puis, la dernière particularité, c'est qu'on est multisectoriel, c'est-à-dire qu'on n'adresse pas une seule verticalité. On n'est pas un incubateur de technologie ou un incubateur d'agriculture ou un incubateur de transport ou de logistique. On croit à la transversalité, à l'universalité et qu'il y a beaucoup de création de valeur à créer en faisant confronter des expériences d'entrepreneurs venus de différents secteurs d'activité. Voilà un petit peu pour la présentation. Donc, Zahir, je ne sais pas ensuite si tu veux qu'on bascule sur le pitch ou si tu voudrais compléter ces éléments. Non, je pense que tu peux commencer OK. ta présentation. Alors, le pitch, en fait, le mot pitch, tout le monde sait le prononcer, mais globalement, le pitch, beaucoup d'entre nous le pratiquons avec nos moyens, avec plus ou moins de succès.
Et puis savoir que le mot pitch, derrière le mot pitch, il peut se cacher beaucoup d'objectifs différents. Comme le disait Zahir tout à l'heure, pitcher quand on veut aller chercher des financements, c'est un format de pitch qui est entre le pitch et la présentation. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le pitch qui va nous servir ici à ce que moi j'appelle un sport national au Québec, c'est le 5 à 7. Quand je suis arrivé de France, on m'a parlé de 5 à 7. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais le 5 à 7 en France, ça veut dire totalement autre chose. Le 5 à 7, c'est quand on a des relations extra-conjugales après le travail en toute discrétion. Donc, on n'est pas du tout dans le même registre. Ici, c'est très sérieux, c'est très professionnel. Mais en fait, je me suis rendu compte que le fait de pitcher avec efficacité au Québec, c'était encore plus important qu'ailleurs parce que la culture du Québec, c'est vraiment de pouvoir se retrouver après le travail pour développer son réseau de contacts, de développer son réseau d'affaires. Et souvent, dans la culture d'Amérique du Nord, le temps est compté. On n'est pas comme dans certaines cultures. Moi, je suis du sud de la France, où quelque part, on peut prendre 2 heures pour rencontrer quelqu'un, prendre un déjeuner et se parler, alors qu'ici, tout doit aller toujours beaucoup plus vite. Donc, la notion de pitch, c'est une notion qui est issue de la Silicon Valley, hein, aux États-Unis, cette notion de l'instantanéité, cette notion d'aller très vite. Donc, pour faire un pitch efficace, il y a quelques grandes règles ou quelques grands principes à respecter, ce que je vais vous proposer de parcourir rapidement aujourd'hui, sachant que les entrepreneurs qui vont pitcher dans le cadre du concours ont reçu cette présentation avant vous. Donc, j'espère que ça leur sera utile et que ça va les aider à améliorer leur pitch. Donc, on va aller à l'écran suivant. Donc, déjà, un bon pitch, la première règle à garder en tête, c'est que ça ne s'improvise pas. Alors, c'est sûr que certains ont plus de talent que d'autres pour pitcher naturellement, spontanément. Mais en général, quand on veut faire un pitch, il faut s'entraîner, et encore, jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine maîtrise de son discours. Mais la première chose à garder en tête, c'est, avant de pitcher, c'est de se dire à qui je m'adresse, c'est de réfléchir à quel est l'auditoire. Il est bien évident que quand vous pitchez pour des investisseurs, ce ne sera pas le même pitch que si vous voulez vous adresser à vos clients ou que si vous voulez vous adresser à vos partenaires futurs. Donc, en fait, la première des précautions à prendre, c'est de se dire à qui je m'adresse. Et puis, la deuxième règle, c'est de se dire mais qu'est-ce que j'attends de mon auditoire? Pourquoi? Parce qu'un pitch, ça a un objectif. Ce n'est pas de présenter, c'est de convaincre, d'inciter quelqu'un à faire une action. Donc, en fait, le pitch, par son format qui est très court, il nous incite à ne pas vouloir tout dire, à ne pas vouloir tout expliquer, parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Donc, c'est d'aller à l'essentiel et puis de s'entraîner, comme je venais de le dire, de s'entraîner encore et encore. Sur l'écran suivant, on peut synthétiser un pitch en se disant que c'est une histoire pour convaincre un interlocuteur de faire quelque chose de précis en moins de 3 minutes. Donc, et globalement, quand on se dit c'est le convaincre de faire quelque chose, c'est là aussi, il faut avoir un seul et même objectif. Il ne faut pas essayer plusieurs objectifs dans un pitch. Il ne faut pas avoir l'objectif d'expliquer, de convaincre, de pousser à l'action, etc. La vocation d'un pitch, c'est de pousser à l'action. Donc, souvent, quand vous voyez, par exemple, sur Internet, des entrepreneurs qui font des vidéos de pitch, en fait, ils vous disent, ben voilà, je vais te convaincre pour que tu aies envie de télécharger mon document, que tu aies envie de t'inscrire à mon prochain webinaire, que tu aies envie de me contacter ou de recevoir plus d'informations. Donc souvent, les pitchs sur Internet sont très efficaces parce qu'ils sont très centrés sur un objectif et un seul. Sur l'écran suivant, on va prendre conscience que dans la manière de communiquer, il y a bien sûr le fond, mais il y a aussi la forme. Et il y a un professeur, Albert Mehrabian, qui a fait des analyses, qui a démontré que l'efficacité d'une communication reposait uniquement à hauteur de 7% sur le fond, c'est-à-dire les mots, ce que vous dites. En fait, ce que vous dites n'impacte qu'à 7% l'efficacité de votre message. 38%, c'est la gestuelle, c'est votre attitude corporelle, c'est votre manière de regarder votre auditoire, c'est votre manière d'utiliser vos mains pour soutenir votre discours. Et puis, donc ça c'est pour 55%, pardon, et puis 38%, c'est le ton et la voix. En fait, on se rend compte que le ton et la voix ont beaucoup d'impact. Souvent, on se dit qu'il y a des personnes qui ont des voix monotones, ou des voix stridentes, ou des voix trop graves. Et en fait, le fait aussi de bien jouer, de bien travailler sa voix et de savoir ménager des fois
des silences, de ralentir son discours, de parler moins vite, d'accentuer sa voix sur certains mots, a plus d'impact que le mot en lui-même. Donc ça, c'est un point qui est très important, d'avoir en tête cette répartition de l'efficacité d'un message en se disant que le ton et la voix, c'est 38% de l'efficacité, le langage corporel, c'est 55%, et ce que l'on dit, c'est uniquement 7%. Sur l'écran suivant, on va là parler du fond. Donc le fond, on se rappelle qu'il faut être très synthétique, et il y a des manières en fait pour convaincre à l'action. Alors je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui s'intéressent aux neurosciences, mais les neurosciences avancent de plus en plus vite, on apprend de plus en plus de choses, notamment dans la pédagogie, et on a découvert que depuis des années, c'est pas récent, qu'en fait dans le cerveau, il y a 3 grandes parties dans le cerveau. Il y a ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui sont le cerveau des réflexes, manger, boire, dormir. Il y a le cerveau limbique, qui est le 2e niveau de cerveau, qui est le cerveau de la mémoire et de l'émotion. Et puis, il y a le 3e cerveau, dit intelligent, qui est le cortex, qui abrite le vocabulaire, les formules, les raisonnements, les logiques. Et bien, en fait, au risque de vous surprendre, c'est que le cerveau qui décide, ce n'est pas le cortex, ce n'est pas le cerveau intelligent. C'est le cerveau de l'émotion et de la mémoire, c'est le cerveau limbique. Donc, quand on a ça en tête, on se dit, mais si je veux convaincre quelqu'un, est-ce que je dois faire plutôt appel à sa raison, à son raisonnement, ou je dois faire plutôt appel à ses émotions? Ben, la réponse, c'est l'émotion. Donc, il est bien évident que quand on doit faire appel à l'émotion, si on utilise des images, des métaphores, des analogies qui vont parler, qui vont mettre en résonance votre auditoire, on va être plus efficace que si on dit des choses très intelligentes, entre guillemets. Je caricature, mais c'est un petit peu l'objet de ce propos. Le deuxième point, c'est utiliser des exemples très concrets. Pourquoi des exemples concrets? Parce que quand on donne un exemple d'un vécu, d'une situation, les personnes ont tendance à s'identifier, si elles l'ont vécu de la même manière, en disant « mais ce qu'il est en train de dire ou ce qu'elle est en train de dire, je l'ai déjà vécu, donc c'est vrai ». Vous allez aller chercher au fond de la personne un vécu, un ressenti d'une expérience vécue. Le fait aussi de rebondir sur des faits d'actualité. Il est vrai que plus vous parlez de quelque chose qui est en lien avec l'actualité du moment, plus, quelque part, vous suscitez de l'attention et de l'intérêt de la part de votre auditoire. Et puis aussi, contrairement un peu à ce que je vous dis, mais d'alterner des éléments factuels et des aspects émotionnels, c'est une bonne combinatoire à trouver. Parce que oui, il faut mettre en avant l'émotion, mais si vous, quelque part, vous donnez des arguments d'y croire à travers des faits et des aspects purement concrets, factuels et mesurables, vous renforcez la crédibilité de votre propos. Et enfin, revenir sur le fait que quand on veut convaincre, qu'on veut susciter l'émotion, il ne faut pas rentrer dans des termes techniques. Souvent, les gens, surtout les gens de la technique, de l'informatique ou des sciences, se cachent des fois derrière un vocabulaire un peu trop technique, un peu trop élitiste. Il faut prendre des mots que tout le monde puisse comprendre et puis surtout éviter d'aller dans le détail du détail parce qu'un pitch, ce n'est pas présenté, ce n'est pas expliqué, c'est inciter à l'action. Dans l'écran suivant, on voit que aussi un pitch efficace, ça nécessite une certaine rigueur dans l'utilisation du temps de parole. Parce que quand on parle d'un pitch qui va durer 1 minute et demie, 2 minutes ou 3 minutes, il est bien évident qu'il faut gérer au mieux son temps. Donc voici une répartition qui est recommandée, on peut décliner de cette manière. En fait, on prend 10% de ces 3 minutes pour introduire le sujet. Souvent, c'est mettre en place le contexte. C'est par exemple décrire une situation. Et puis, ensuite, c'est décrire le problème auquel vous voulez répondre. Donc, quand vous êtes un entrepreneur, quelque part, vous allez dire, voilà la situation, voilà le problème auquel on s'attaque. Et puis, vous allez commencer à expliquer en 3e partie qu'il y a des solutions qui existent, mais vous allez montrer en quoi les solutions, et surtout les solutions de vos concurrents, sont limitées. En quoi elles ont leurs limites, en quoi elles n'arrivent pas à répondre à la totalité de la problématique. Et ensuite, vous allez garder un 40% pour présenter cette fois-ci votre solution à vous et en montrant, bien sûr, par différence que ce que vous apportez est beaucoup plus efficace, beaucoup plus probant que ce que peut apporter les solutions existantes de vos concurrents. Et finir ensuite par ce qu'on appelle le call to action ou l'appel à l'action. On l'a vu tout à l'heure, c'est « contactez-moi, téléchargez ce document, inscrivez-vous à un webinaire, etc., etc. » Donc, on voit que dans la répartition de son temps, si on respecte cette règle-là, on a une scénarisation de son pitch qui est beaucoup plus efficace.
Sur l'écran suivant, deux petits derniers principes à ne pas oublier, c'est que souvent on n'a pas la présence d'esprit des fois de répéter le nom de son produit ou de son entreprise suffisamment de fois, alors que ce sont des ancrages au niveau du cerveau. Si vous répétez le nom de votre produit ou de votre entreprise une fois, deux fois ou trois fois, quelque part, vous favorisez la mémorisation de votre service. Si vous avez une phrase choc, comme on dit, une phrase d'impact, il ne faut pas s'en priver. En général, on a une bonne mémoire pour les phrases choc. Et puis aussi, deuxième conseil important, c'est de ne pas se présenter comme un vendeur de produits ou de services en disant, voilà, moi, je vends de la formation, ou moi, je vends des voitures. C'est dire, au lieu de dire, je vends de la formation, c'est de dire, vous avez un problème, voilà votre problème, et nous, notre métier, c'est d'apporter une solution à votre problème. Et par le plus grand des hasards, c'est de la formation ou c'est du conseil. Mais il faut être centré sur le problème, il faut faire preuve d'une empathie pour montrer que non seulement vous connaissez le problème, vous l'avez identifié, vous êtes suffisamment intéressé pour construire une solution qui répond au problème. Et non pas être centré sur soi-même et de dire moi je fais ceci, moi je fais cela, et voilà mon métier, voilà mon œuvre, et je suis quelqu'un de très intéressant, très intelligent. Non, il faut être centré sur l'autre et centré sur les problématiques de l'autre. Et enfin, sur le dernier écran, je crois de mémoire, c'est un peu la synthèse, c'est de dire qu'un pitch, bien sûr, ça se travaille, comme je l'ai dit en introduction, ça se bonifie avec le temps. Moi, je me rappelle certains pitchs qui étaient un peu complexes dans certaines industries. Je me mettais devant mon miroir et puis je répétais mon pitch et j'observais ma gestuelle, j'observais le rythme de ma voix pour m'améliorer. Et puis, à un moment donné, il ne faut pas oublier que son pitch, c'est soi. C'est nous-mêmes que nous mettons en avant. Donc, il faut trouver les mots avec lesquels on est à l'aise. Il faut trouver les manières qui nous correspondent le mieux parce que notre pitch, en fait, c'est nous. Donc, quelque part, quand vous pitchez, c'est vous-même que vous mettez en avant avec vos convictions, avec votre énergie, avec votre envie. Et donc, il faut avoir un pitch qui vous ressemble. Voilà, c'était l'exercice que j'avais, c'est de faire quelque chose de court, de pitcher quelque part rapidement les bonnes pratiques du pitch. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions par rapport à ces éléments-là. Merci Jean-David. Avec plaisir. Je pense qu'on va laisser les questions pour après et Okay. On va procéder au pitch de nos startups. Je vais inviter Hakim Bouchbal de Daity Snacks. Oui, je suis là. Ok. Donc, quand je dis top, tu auras 3 minutes. Est-ce qu'il y a une possibilité de partager un écran ou je dois juste faire le speech? Tu peux lui donner l'accès comme tu veux. Tu as 3 minutes, donc c'est comme tu gères. D'accord. En fait, par souci d'équité, comme certains nous ont demandé une présentation, on voulait vous donner encore plus le défi de ne pas passer à travers des slides, d'utiliser les 3 minutes maximum pour nous convaincre d'investir dans votre idée. D'accord. Tu es prêt, Hakim? Je suis prêt. Ok, bon, top. Bonjour à tous, je m'appelle Hakim Bouchbal et je suis le cofondateur de la marque Dati. Donc, le projet Dati, c'est un projet familial qui a été lancé par moi-même et mes deux frères en collaboration avec Mahmoud Ketif, que vous connaissez peut-être, qui est membre de la JCTQ. Donc, c'est quoi Dati Snacks? Tout a commencé quand on a immigré ici au Canada. Donc, moi, personnellement, j'habite ici depuis 10 ans. Et depuis que j'habite là, j'ai remarqué qu'il y a vraiment un niveau de vie très élevé ici au Canada. Comme tous les Canadiens, on est très occupés entre le travail, la famille, les activités personnelles et professionnelles, les couples qui travaillent, les étudiants qui sont très occupés. Donc, ils cherchent toujours une alternative saine pour un remplacement de déjeuner ou de déjeuner. Donc, lors du choix d'un petit déjeuner ou d'une collation ou d'un repas, les consommateurs choisissent des aliments qui contiennent tous des ingrédients naturels, préférablement biologiques et crus, des arômes naturels et qui sont peu transformés. Donc, à partir de cette problématique, on a décidé de lancer notre propre marque de snacking qui est faite à base de produits 100% naturels. Et revenons à nos origines, on a décidé de faire une barre de Daty Snacks à base des dattes des Gletnour de la Tunisie. Donc, c'est quoi Daty Snacks? Donc, c'est juste pour venir
répondre à ce besoin des consommateurs. On a mis en place un snacking très simple avec sa composition de 3 à 5 ingrédients que nous connaissons tous et où nous avons entendu parler des dattes, des fruits secs, des ananas, des bananes. Donc, une composition simple avec une texture vraiment moelleuse et qui va nous apporter des nutriments bons pour le corps. Les dattes sont connues pour être riches en fibres et en vitamines et pour donner un apport protéiné naturellement. Donc, ce projet, on l'a commencé, ça fait à peu près 18 mois. On a commencé par collaborer avec HEC Montréal pour faire l'étude de marché et vraiment savoir c'est quoi le besoin du consommateur au niveau du snacking et surtout du healthy snacking. On a remarqué que ça fait 10 ans, c'est la tendance du consommateur qui cherche toujours une alternative saine entre ces deux repas ou même pour remplacer entièrement un repas. Donc, il cherche quelque chose qui va trouver quelque chose de bon à manger et en même temps qui va lui donner les nutriments qu'il a besoin pour faire sa séance de sport ou pour finir sa journée de travail. À la fin de la collaboration avec HEC, nous avons pu mettre en place nos premiers échantillons et créer notre produit. On a décidé d'opter pour un... Le temps est fini, Hakim. Merci. Merci. Donc, on enchaîne avec Sami Borrara. Bonjour. Salut. Gogo Zahir. Alors, tu es prêt? Oui. Ok, top, c'est parti. Bonjour tout le monde, je me présente, Sami Boukara, je suis le Sales Manager du startup Conseki. Conseki veut dire en latin réaliser. En fait, c'est une startup créative et innovante qui a l'objectif de mobiliser des jeunes talents pour transformer des idées ingénieuses en projets qui feront la différence dans la vie des gens de tous les jours. Donc, notre mission est d'améliorer la qualité de vie complète les besoins quotidiens des gens via des projets innovants. Notre secteur d'activité, ça englobe la santé et les services publics. Notre solution, intitulée Bifresh, c'est une machine innovante développée pour une utilisation dans des endroits autres que les maisons, principalement où les gens mangent, dans les lieux de travail, les centres commerciaux, les écoles, les hôtels et les hôpitaux. Notre solution prend la forme d'un distributeur mural. L'utilisateur bénéficiera d'une brosse à dents en bambou avec le dentifrice dessus. L'usage est gratuit, unique, dans des conditions totalement hygiéniques. La conception optimale de ce distributeur garantit son utilisation facile. Il suffit juste de pousser un bouton du distributeur pour avoir la brosse à dents en main. La dentifrice, elle est bien intégrée à la brosse à dents. Donc, juste une petite remarque, c'est qu'on veut que ça soit fourni à tous les établissements d'école. Ici au Québec, on a remarqué que le pourcentage de caries, la santé dentaire n'est pas au top vraiment. Donc, on essaie de faire des préventions dès le jeune âge pour bénéficier de ce boîtier et de cette solution-là. Donc, le boîtier garantit la propreté des brosses à dents et aussi, il s'agit bien c'est facile à installer et la recharge aussi. Donc, on a fait des moules, on a reçu… Oups. Le temps est fini? Non, c'est bon, continue. OK. T'as 30 secondes. Actuellement, on est dans la phase de démarrage. On a bien conçu le boîtier, le distributeur, et on est en attente du premier prototype qui va arriver dans quelques jours. Voilà. Merci. OK. Il te reste 10 secondes, mais OK. Merci, Sami. On passe
à la personne suivante, Souha Bennour. Oui, bonsoir. Bonsoir, tu es prête? Oui, Ok, c'est parti. bonjour. Merci pour cette opportunité qui permet à de jeunes entrepreneurs de mettre en valeur leur projet. Donc, je m'appelle Souha Bennour. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Académie ELAB. Donc, ELAB qui veut dire en arabe Elab, qui est joue. Il s'agit d'un club d'activités parascolaires pour les enfants de 5 à 12 ans, dont le concept est différent des activités parascolaires qu'on a à Montréal ou au Québec et même au Canada. En fait, l'Académie ELAB, son apprentissage se base sur le principe LCC. Ça veut dire le développement de la logique, de la communication et de la créativité. Et étant donné qu'il n'y a pas une seule activité qui permet de développer ces 3 aptitudes en même temps, on a eu l'idée de créer des packages d'activités. Pour le moment, on offre 2 packages. Chaque package, il contient 3 activités. Le premier, c'est informatique, à savoir programmation et robotique, plus improvisation, des jeux et des exercices de développement de la confiance en soi, de la concentration, de la prise de parole en public, de l'éloquence, etc., plus des jeux de développement d'intelligence. Donc, à savoir des quiz de culture générale, des jeux de société, des expériences scientifiques, c'est vraiment très varié. Donc, ça, c'est le premier package. Le deuxième package, il contient aussi 3 activités, les jeux d'échecs, techniques de dessin et jeux de développement d'intelligence. Chaque package est d'une durée de 2 heures par semaine et puis, il permet, comme vous le voyez, de développer les habiletés principales ou les 3 axes principaux de notre concept, à savoir la logique, la créativité et la communication, plus plein d'autres habiletés. Ce projet-là est né d'un besoin qu'on a vu en tant que famille, en tant que maman et papa, avec mon conjoint qui m'aide un peu. Donc, nos enfants, ils ont 6 et 8 ans. On a vu leurs besoins et on a lancé le projet en début de cette année. On est rendu à la 2e session. La première session, on avait 3 groupes. La 2e session, on est rendu là à 6 groupes. Et puis, on essaie de grandir petit à petit. On a vu la demande des parents. On vient d'ajouter l'anglais en classe et en ligne. On compte aussi ajouter l'espagnol. On compte ajouter le tutorat et aussi les cours d'arabe en ligne. Ça, c'est vraiment notre objectif à court terme, mais on a encore plein d'idées pour le futur. On veut vraiment agrandir ce projet pour faire profiter le maximum d'enfants avec le maximum de compétences possibles. Parmi nos objectifs aussi, c'est d'imprégner chez les enfants l'esprit entrepreneurial et de leadership. Donc, on essaye… Merci, Souha. Le temps est fini. D'accord. Alors, je vais juste vérifier que nos 2 dernières startups, s'ils sont rejoints à nous ou non. Donc, je vais juste appeler Khaled Belhajali. Non. Nabil Jawa. Non. Donc, je pense qu'on a fini les pitchs qu'on a. Je pense que là, qu'on va procéder à la délibération du jury. Excuse-moi, Zahir. Oui. Il y a Anouar Kalboussi qui dit qu'il aimerait peut-être participer. Est-ce que tu veux dire que tu veux prendre 3 minutes pour pitcher puisqu'on a 2 startups qui se sont pas présentées? C'est bien ça? Allô, bonjour. Oui, salut. Oui, ok. Est-ce que le jury, c'est correct pour vous? On a un nouveau recrue remplaçant qui est prêt. Jean-David, ça te va? Anne-Solène? Oui, c'est parfait. Super. Ok, on y va alors. Être entrepreneur, c'est aussi saisir les opportunités. Donc, exactement. Tu as ta chance, Anouar. Vas-y. Excellent. Bonjour. Okay. Je m'appelle Anouar Kalboussi, fondateur du groupe OperTech. C'est une startup qui offre des solutions technologiques, notamment dans le secteur événementiel.
Comme vous le savez, organiser un événement, c'est pas quelque chose qui est facile. Que ce soit je suis un particulier, en fait, des événements, par exemple, mariage, des événements aussi familiales, ou bien au niveau de travail, des 5 à 7, etc. Ça demande beaucoup des efforts pour chercher des services événementiels, c'est-à-dire chercher une salle, chercher peut-être un photographe, chercher un traiteur, etc. De son côté, les prestataires de services événementiels, généralement, sont des petites moyennes entreprises qui n'ont pas vraiment le moyen pour, c'est-à-dire rendre leurs services disponibles, en fait, quelle que soit la plateforme qui était offerte. D'où vient, je me suis dit, il y a une solution qu'on a développée, elle s'appelle Evenbo. Evenbo, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation les organisateurs des événements avec le prestataire de services événementiels. C'est-à-dire, elle permet à la fois aux organisateurs des événements, que ce soit des particuliers ou des professionnels, de trouver facilement en quelques clics le prestataire des services événementiels selon certains critères, ou bien de soumettre en fait des soumissions uniques qui va être propagées puis envoyées à plusieurs prestataires événementiels. En outre, pour les prestataires du service événementiel, elle permet à eux en fait d'avoir comme un outil de gestion de marketing ou comme une vitrine qui leur permet de bien exposer et mettre plus en avant leurs services. Puis, elle permet aussi de répondre à certaines soumissions. Donc, c'est ça la solution Evenbo. Puis, on travaille actuellement sur une étape de pré-commercialisation. On est presque dans l'étape de prototypage. On l'a partagé quand même avec différents prestataires de services, comme en fait ceux qui louent des salles d'événements, ainsi que le photographe, des musiciens, etc. Puis, ils trouvent une solution parfaite pour eux parce que à date, ils se concentrent plus d'être plus, c'est-à-dire au public disponible ou présent en fait par exemple sur Instagram ou sur Facebook, mais ils doivent investiguer beaucoup de temps là, pour gérer plusieurs plateformes. Donc, le fait d'avoir cette plateforme Evenbo, ça leur permet d'avoir un outil unique qui leur permet en fait d'avoir comme une sorte de profil dans notre plateforme Evenbo là, avec tous les services qui viennent avec. Puis aussi d'offrir leurs services ou leurs produits. Puis, côté organisateur des événements, on a constaté qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient organiser des événements, mais sauf que ça demande beaucoup d'efforts. Donc, ce qui fait, ils n'ont pas trouvé un bon outil là, pour faciliter leur travail. Le temps est fini. Parfait. Merci, Anwar. C'est l'improvisation. Non, c'était bien. Alors, je pense qu'on va donner le temps au jury pour la délibération. Donc, ça va être après une vingtaine de minutes. Ouf. Non, ça va être rapide. Ouais, okay. À mon avis, on va maximiser le réseautage parce que il y a moins de startups. Ce que je peux faire, c'est que je peux sortir les membres du jury dans une salle particulière pour discuter ensemble. OK. Et pour les autres participants, vous pouvez rester. Et si quelqu'un veut prendre la parole pour se présenter ou bien pour faire de réseautage, vous êtes le bienvenu. Oui, on pourra réseauter ensemble le temps que le jury revienne. Ouais. Moi, c'est Mahmoud. Moi, j'ai une question pour Anwar. D'abord, félicitations pour l'application. C'est quoi exactement le nom de ton application ou de ton projet? Ça s'appelle Evenbo. Evenbo, B-O-O. B-O-O, d'accord. OK. C'est vrai qu'il n'est pas en ligne à date, mais on prévoit le rendre disponible prochainement, d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, OK, d'accord. Puis l'application, elle sera, j'imagine, officialisée ou effective prochainement? Oui, effectivement. Normalement, avec le contexte de COVID-19,
Merci tout le monde. Ah, notre jury est là, donc je laisse Zahir. Ouais, notre jury est de retour. Donc, je vais juste vous mentionner comment on s'est réparti la lourde tâche. Donc, nous allons chacun présenter des commentaires, évidemment constructifs, sur chacun des pitchs qui ont été faits pour ensuite vous présenter le ou la gagnante. Ça vous convient? Okay. Donc, Jean-David avait la tâche de commenter le pitch de Dati, pardon. Ok, donc pour Dati Snacks, donc c'était un pitch qui était de bonne qualité, qui a bien sûr des pistes d'amélioration, hein, comme toujours. Si je retiens les éléments à améliorer, on va dire que d'une part, la partie de l'amorce, de l'introduction, il aurait fallu insister peut-être plus sur ce qu'on appelle la dramatisation, c'est-à-dire que moi j'ai bien aimé sur le site, parce que j'ai visité votre site avant, vous parlez de fait de réconcilier le snack avec la bonne qualité de nourriture et que ne veut pas dire forcément autre piste. Je pense qu'on a un problème de connexion, c'est juste moi. Ah. Oui, je pense qu'on perd Jean-David. Oui. On ne m'entend plus? Ah, et vous m'entendez là? Ouais, maintenant oui, mais on n'a pas entendu tes dernières phrases. Donc, peut-être. Alors, je vais Jean-David, je pense que la qualité de connexion n'est pas bonne. Peut-être tu peux désactiver ton caméra pour quelques minutes pour améliorer. Ou... Je disais en introduction pour Dati Snacks, vous ne m'entendez pas? Si? Maintenant oui. Donc, je pense que tu dois laisser ton caméra fermée. Ok. Alors, ce que je disais, donc moi, j'ai la responsabilité de donner un débrief, un feedback pour Dati Snacks. Donc, en introduction, important, c'était d'insister plus en amont sur le fait que vous souhaitez réconcilier le fait de faire des snacks avec de la nourriture de qualité, non pas forcément l'association qu'on fait entre snacks et junk food. Le deuxième point, c'est de mieux gérer le temps. Donc, c'est vrai que le timing, le respect du temps a empêché peut-être d'être plus efficace et notamment aurait permis de faire un appel à l'action parce que là, il n'y a pas eu d'appel à l'action. C'est-à-dire que la conclusion du pitch n'a pas pu avoir lieu. Et puis, l'autre point, c'est quelque part au niveau de la gestuelle, de la manière de se présenter, voilà, d'essayer d'être un peu plus chaleureux, de toucher un peu plus l'émotion. Et puis, quand il y a eu dans l'introduction le fait de dire on a fait le constat qu'au Canada, il y avait un pouvoir d'achat important, c'est vrai que c'est un argument, mais ce n'est pas forcément un argument à mettre en premier lieu parce que quand on parle du why, le pourquoi d'un projet, on va dire que l'argent est une conséquence. Donc, quelque part, de mettre la dimension financière en premier argument, c'est peut-être pas idéal. Il faut d'abord être dans une logique plutôt orientée vers la santé, vers le bien-être, en disant on apporte un produit de meilleure qualité, avec des bons ingrédients, la santé, etc. Jean-David? Allô, Jean-David? Je pense que non, on n'entend pas. Ok. Et là, vous m'entendez toujours? Oui, mais on n'a vraiment pas entendu tes dernières phrases. Alors, les dernières, donc... Allô? Oui, donc c'était de dire que globalement, il fallait peut-être mettre plus l'emphase sur les bénéfices de santé et de nourriture saine et de bien-être, plus qu'au début en parlant du pouvoir d'achat des Canadiens comme premier argument du pitch. Ok.
Donc, si on veut passer au prochain, ça Ouais. va être Hector qui va commenter. C'est qui? Donc, bonjour tout le monde. Encore très content de faire partie de cette belle initiative et cette belle soirée. Donc, Hector Giraldo, directeur général de la Chambre de commerce latino-américaine du Québec. J'ai eu la chance de collaborer avec Shaima et la JCCT d'une occasion à l'autre, donc je suis très content. Là, ce soir, ma rétroalimentation et mon feedback se fait à Sami Bougrara, c'est ça? Oui. Avec Konseki. Donc, mon impression est que l'idée est très bonne. Je veux dire, au niveau du produit, c'est un produit qui plaît très bien à la jeunesse parce qu'on pense tous aux déchets. Puis là, on présente un produit qui est sincèrement pas un déchet, c'est comme quelque chose qui va être biodégradable et très, très rapide. Les soies, je n'ai pas compris de quels produits elles sont faites, les soies. Il faut parler de la brosse. De la brosse. En fait, je l'ai noté parce qu'on a un petit expert, c'est le... juste 2 secondes. C'est de bambou. Parfait. Même la soie est faite de bambou. Oh, exactement. OK, OK. Donc, moi, c'est sûr que je reconnais qu'il y a une place pour ce produit au niveau de l'économie et du marché. Par contre, au niveau du pitch, je ne savais pas si tu t'adressais à un investisseur, à un public ou juste faire de la sensibilisation. Donc, on peut peut-être commencer de prime abord, voir à quel genre de public on s'adresse pour bien cibler les enjeux et les présenter. Au niveau de ta présence, il faut occuper de l'espace dans une caméra. Donc, plus on est proche, plus on est dirigé vers notre auditoire, plus on a un engagement. Plus on peut s'accrocher, accrocher les regards et accrocher l'attention pour justement garder une intensité. Et ça, peut-être voir comment toi, tu vas développer cette relation-là avec un auditoire que tu vas avoir en ta présence pendant seulement quelques minutes. Donc, il faut capter l'attention très rapidement. Pour ce qui concerne la façon qu'on communique, comment on bâtit cette histoire-là, moi, j'ai bien compris qu'il y avait un processus au niveau de la distribution. Ça, j'ai compris ça. Les lieux où les produits allaient être distribués, c'était la même chose. Mais j'ai senti qu'on pouvait peut-être améliorer ou bonifier la façon qu'on relie ou qu'on interpelle l'auditoire au produit. Comment on va faire cette association pour pas qu'elle s'oublie? Comment on crée cet effet mémoire et comment on a un impact rapidement au niveau du produit chez nous. Pour la gestion du temps, c'était très bien. On a un animateur qui est très sévère avec tout le monde. Donc, merci, Sarah. Oui, je mets tout le monde dans les conditions de... C'est ça, des conditions égales pour tout le monde. Au niveau de l'appel à l'action, à la fin, je n'ai pas senti que tu voulais une action concrète. Visiter notre site web, parler de notre produit, je ne sais pas, venez me voir par la suite si vous avez des questions. Peut-être que le temps manquait, mais ça, c'est quelque chose qu'on veut encourager dans toutes nos communications, et soit qu'elles soient visuelles, papier, web, comment on fait cet engagement-là en faisant un appel à l'action très concret, très simple. Mais en général, j'apprécie et je crois surtout que c'est une idée qui va rejoindre toute la jeunesse et tous les gens qui sont concernés par notre planète. Donc, merci beaucoup. Merci. Maintenant, j'inviterai, merci beaucoup, Marilyn à faire le commentaire pour Soa. Alors, bonjour. Donc, juste en une phrase, donc Marilyn Marty. Donc, moi, j'ai fondé Les Talents M et j'accompagne les entrepreneurs dans leur parcours aussi, dans certains moments de ma journée également. Et je participe à beaucoup de pitch auprès d'entrepreneurs. J'en ai vu un petit paquet depuis quelques années. Et là, ce soir, c'était des pitchs de 3 minutes.
Donc, je voulais vraiment tous déjà vous féliciter d'avoir fait ça parce qu'on dit que le pitch d'une minute, c'est pas simple, mais le pitch 3 minutes, faut pas croire, c'est pas plus simple parce que finalement, on a plus de temps pour dire des choses, mais qu'est-ce qu'on dit avec ces 2 minutes de plus? Donc, vraiment déjà, bravo pour cet exercice. Et puis, moi, je voulais féliciter Soua sur le pitch. J'ai vraiment été, tout à l'heure, c'est Jean-David qui parlait du cerveau avec la partie limbique, la partie reptilienne, limbique et cortex. Et en fait, soit moi, tu allais chercher mon émotion. Pourtant, il n'y a pas eu de côté dramaturge avec la peur ou d'aller chercher quelque chose, mais il y a eu une histoire, il y a eu un storytelling. Ça a été clair aussi dès le départ quand tu as parlé très vite du club parascolaire 5 à 12 ans. Donc, on peut déjà… C'est comme quand on raconte une histoire, en fait, on s'imagine des images. C'est comme dans un livre. Quand on lit un livre, on commence à avoir une image, 2 images, puis chacun y va. On peut même entendre des sons, etc. Et en fait, avec toi, moi, ça a bien fonctionné. Tu as tout de suite dit le nom de ton entreprise. Tu as expliqué le nom de ton entreprise. Et puis ensuite, tu as dit à qui tu t'adressais. Donc ça, j'ai trouvé ça que c'était bien. Tu nous as embarqués donc, dans l'histoire. Après, par rapport aux critères qui étaient là, alors le pitch, la cible visée, aucun d'entre vous n'a en fait dit quelle était la cible que vous visiez au départ. Toi, tu visais quelle cible, soit? Les clients, les parents et puis leurs enfants. Ok, parfait. Donc ça, tu vois, je pensais que tu t'adressais plus, finalement, ça aurait pu s'adresser à des écoles ou à des investisseurs. Mais les parents, j'aurais pas, tu vois, il aurait peut-être fallu… c'était un peu technique pour le coup, pour s'adresser aux parents. Donc là-dessus, j'aurais peut-être dit d'aller chercher, ce que tu as parlé des groupes, ton offre, tu l'as bien détaillée. D'ailleurs, au niveau de la gestuelle, c'était très clair. Je vois que tu dois être celle qui a beaucoup utilisé les mains. En tout cas, je me souviens il y a 3 groupes, puis il y a toujours le 3e, hein, c'est un fondamental, c'est l'intelligence, hein, travailler l'intelligence. Et puis, il y avait les autres. On sent de toute façon que c'est une offre qui est construite, qui est pensée, où il y a de l'amour derrière, c'est-à-dire qu'il y a du vécu aussi par rapport à ta propre histoire et celle de ta famille, de ton époux, qui, j'ai noté, t'aidait un petit peu, enfin un peu. J'ai bien aimé ça aussi. Et puis, ça a été clair, mais je n'ai pas ressenti, tu vois, par contre, que tu t'adressais aux parents. Donc, peut-être de se rappeler en tant que parent, d'être moins technique et de dire, bah voilà, vous rencontrez ce genre de problématique avec vos enfants, avec notre méthode, voilà ce que ça va régler. Puis après, peut-être rentrer un peu plus, ou peut-être ça m'a échappé, mais en tout cas, je voyais plus le côté école. Après, pourquoi aussi j'ai pensé aux investisseurs, c'est qu'à un moment, tu as parlé du fait que vous étiez à l'écoute de vos utilisateurs et que vous étiez en évolution de votre offre et que vous aviez déjà créé en réponse à ça d'autres services. Donc ça, c'est très, très important. Donc si tu fais un pitch à des investisseurs, en fait, c'est un bon moyen d'amener le potentiel avec à qui tu t'adresses, comment tu le fais, quel est le nombre de ton public, le groupe, et puis que tu es à l'écoute de tes utilisateurs et donc il y a un potentiel aussi par la suite et une agilité à répondre aux besoins de tes clients. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Le point peut-être à ajouter, dans un pitch de 3 minutes, je pense qu'on a le temps d'ajouter quelques chiffres. D'accord. Pas dans un pitch d'1 minute, mais dans un pitch de 3 minutes. J'ai l'impression, en tout cas pour des investisseurs, peut-être pas pour les parents, mais pour les investisseurs, c'est toujours bienvenu. Et c'est ça, moi j'ai 3 critères, souvent je dis, c'est une bonne idée dans le sens où j'ai compris. J'ai compris ce que tu voulais faire, j'ai compris ce que vous étiez en train de faire. Dans ton pitch, je l'ai compris très facilement, très rapidement. J'ai vu l'histoire, puis ça m'a semblé être une bonne idée parce que ça sert vraiment. L'éducation, c'est hyper important. Et de pouvoir donner des outils pour aider les parents à avancer, c'est magique.
Et puis ensuite, c'est ben, j'achète, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel derrière. J'ai senti qu'il y avait un potentiel et que en fait, vous aviez la voiture. Elle peut en avoir sous le capot, puis vous avez aussi le permis de conduire pour pouvoir la conduire et être au volant. Donc, ouais. Il y a peu de... Puis la gestion de ton temps, bah, c'est dommage parce qu'à la fin, j'aurais aimé vraiment avoir la fin de ton pitch. Ouais. Bah, je l'ai continué quand vous étiez en délibération. Et ton call to action, c'est quoi là? Donc là, j'ai parlé de ma page Facebook, là où il y a des vidéos qui montrent un peu quel genre d'exercice qu'on fait à l'Académie ELAB. Et puis, si vous aimez vraiment l'idée et les vidéos, ça me fera plaisir que vous aimez la page et vous la partagez. Ça va nous donner plus de visibilité et ça va être utile pour plus d'enfants. Super. Bon, ben voilà, je suis ravie. Bravo. Merci. C'est vraiment fait avec amour. Bah, ça se sent. Merci. Donc, à mon tour de commenter le dernier et non le moindre. D'abord, Anouar, bravo pour cette prestation, comme on dit ici, sur le fly. Parce que ben, c'est pas. Tu sais, quand tu te prépares, quand tu sais déjà qu'on va te passer la parole, c'est un fait. Ceci dit, je pense que tu n'es pas à ton premier pitch. Je t'entends pas, ton micro est coupé. C'est mon premier pitch en fait. Ah, c'est ton premier pitch. Bon, ben, tu as ça naturel, bravo. Donc, si je reviens donc à ton pitch particulièrement, donc c'est le commentaire général qu'on se faisait, il est vrai aussi pour toi, la partie un peu ce qu'on appelle dramatisation qui vient introduire le pitch pour dire, bon, aujourd'hui, il existe un vrai problème pour organiser les événements, la communication n'est pas fluide, il y a trop d'intervenants dans un événement, toutes les choses qui introduisent, en fait, qui mettent le couvert, en fait, sur la situation, qui fait que toi, avec ta solution, tu viens directement résoudre, enfin, pas un problème, mais répondre à ce qu'on appelle le pain, en fait, la douleur. Tu viens soulager une douleur avec ta solution. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on suggère fortement d'introduire au niveau des pitchs pour placer vraiment. On s'attend à quelque chose quand on place cette dramatisation en introduction d'un pitch. Au niveau de la cible, encore une fois, on n'avait pas précisé, c'est un peu notre faute aussi, de rapidement savoir, en fait, quand on vous écoute, à qui on s'adresse, parce qu'évidemment, non seulement il y a différents formats de pitch, comme le disait Marilyn, le 1 minute, le 3 minutes, le 10 minutes, etc. Mais il y a aussi l'orientation qu'on veut donner à son pitch en fonction des gens qui sont en face de nous. Donc, est-ce qu'on veut lever des fonds? Est-ce qu'on veut séduire des acheteurs? Est-ce qu'on veut séduire des clients? Est-ce qu'on veut séduire des influenceurs, des partenaires d'affaires, etc. Donc, en fonction de à qui est la cible de ce pitch, ben, ça va être important pour vous. Là, c'est un petit plus, comme je dis, on l'a pas, mais d'introduire cette notion-là aussi, puis qu'on le sente bien. En tout cas, vous saurez en face de qui vous êtes. Ceci dit, il y a aussi des pitchs à l'aveugle, donc vous pourriez ne pas savoir en face de qui vous êtes. Et il y a aussi des reverse pitch qui vont être un petit peu différents. Donc, tous ces formats-là, en fait, vont vous demander cette capacité d'adapter vos contenus et votre contenant. Au niveau de la qualité de la gestuelle, du rythme et du ton de la voix. C'est pour ça que je te posais la question, parce que je t'ai trouvé très fluide et naturel. Donc, bravo pour ce naturel. Le contact visuel, tu es en face de nous, tu es bien placé. Donc, ça, c'est bravo. Au niveau des contenus, des références que tu as données, pour avoir été dans le milieu événementiel, moi aussi, on parlait beaucoup de générer des émotions. L'événementiel, c'est de l'émotion. Ouais. Donc, je pense que la chose sur laquelle il faudra travailler justement dans ce pitch-là, c'est créer cette émotion-là, parce que dans l'événementiel, et je pense que c'est ce qui va directement faire également ton facteur de différenciation, ta proposition de valeur unique aussi, c'est d'avoir ce côté. J'ai pas compris, peut-être que c'est de ma faute, mais j'ai pas compris qu'est-ce qui te différencie des autres solutions qui existent déjà sur le marché. Parce que dans le monde de l'événementiel, surtout aujourd'hui, on prend une tournure très virtuelle, on va dire.
très en ligne. Donc, il faut avoir cette capacité aussi à offrir des solutions qui facilitent en fait l'organisation de ces événements qui prennent aujourd'hui malheureusement une autre tournure. Donc, je dirais au jour d'aujourd'hui, ton pitch est probablement différent que celui de demain et celui d'hier parce que l'événementiel est fortement influencé justement par tout ce que nous vivons actuellement. Donc, ça sera aussi à prendre en considération. Et c'est ça, j'ai pas senti la valeur ajoutée en fait de ta solution, hormis l'organisation, mais je te dirais que si tu n'as pas d'organisation en événementiel, tu n'es pas au bon endroit. Donc ça, c'est naturel. C'est comme te dire, je suis le meilleur, mais on n'attend ni plus ni moins de toi que tu sois le meilleur. Donc, il faut que tu me trouves autre chose. Et sinon, le temps, alors ce que je vais dire aussi, ce que je vais dire pour le niveau du temps, c'est sûr que c'est tes AR qui tenaient le temps, mais moi, je vous suggère d'en avoir un aussi à côté de vous, justement, pour avoir ce temps de faire la chose que vous n'avez pas fait tous et chacun, c'est-à-dire à l'appel à l'action à la fin, parce que c'est bien important. Et comme c'est justement ce que l'on dit à la fin, c'est particulièrement ce que l'on retient. Donc, je vous suggère, donc, si vous vous retrouvez dans une autre situation comme celle-ci, c'est vrai que d'habitude, si vous faites un pitch public, vous avez un timer qui apparaît devant vous. Sinon, on aurait pu éventuellement rajouter un écran avec le temps, mais si on refait ce format-là, si vous refaites ce format-là, prenez-le le temps aussi avec vous, juste pour ne pas oublier ce fameux appel à l'action qui est définitivement ce que les gens retiennent le plus. Et sinon, bravo, encore bravo à tout le monde. Merci, merci. Bravo tout le monde. Merci Anne-Solène. Je pense qu'on va annoncer le gagnant après la séance des questions, c'est ça? Ok, parfait. Donc, on va commencer. Je vais commencer par une question posée sur le chat. C'est pour Jean-David. Donc, après avoir proposé la solution proposée par notre pitch, serait-il essentiel de donner des stats, résultats, exemples du succès en relation avec les solutions proposées au problème? Donc là, elle enchaîne. Si je résume les phases de pitch, donc il faut commencer par motiver à l'intérêt le domaine là où je décide d'embarquer, enchaîner par la suite par dire qu'il y a un problème qui requiert une solution et proposer la solution, l'appuyer avec des statistiques, des histoires de succès, et pour passer à l'action, je ne comprends pas dans le contexte de startup, ce que pourrait être dit, par exemple, dans les cas où on a parlé avec des investisseurs. Ok, donc, alors ça fait plusieurs questions, mais oui. pour répondre à ces questions, donc oui, utiliser des chiffres, c'est toujours important parce que ça crédibilise votre discours. Si je vous prends un exemple, si je prends le cas des brosses à dents, quand on était sur le cas des brosses à dents, quand il a été dit il y a un problème aujourd'hui sur l'hygiène dentaire, c'est bien de prendre une référence à une étude, un document qui statue à travers une analyse indiscutable comme quoi il y a un problème et le quantifier, entre guillemets. Et ça appuie votre discours. Parce que de le dire de façon incantatoire en disant il y a un problème, mais sans le chiffrer, sans définir le volume et la nature, ça devient un point de vue, mais ça ne devient pas un fait. Les chiffres ont la vertu d'apporter des preuves, entre guillemets. Donc, et on peut utiliser les chiffres à la fois dans l'amont, c'est-à-dire quand on introduit une problématique, quand on est dans la phase de dramatisation, on utilise ce mot-là, mais on peut utiliser, mais aussi on peut démontrer aussi des chiffres quand on veut montrer l'inefficacité ou l'insuffisance de résultats d'une offre concurrente ou les résultats et la qualité de sa propre offre. Donc, quand on prend des éléments comparables à travers des chiffres, c'est aussi un argument pour illustrer la différence entre les offres concurrentes et son offre. Donc, à tous les niveaux, on peut utiliser les chiffres. Le tout, c'est de les utiliser au bon moment et sans en mettre trop non plus, parce que trop de chiffres tue le chiffre. Après, l'appel à l'action, quand on est face à des investisseurs, en fait, l'appel à l'action, n'oubliez pas qu'un investisseur, c'est un être humain comme vous et moi. Il réagit à l'émotion de la même manière, même s'il se cache derrière une soi-disant rationalité de sa décision. Je peux vous dire que dans mon expérience de 30 ans de vente, j'ai commencé dans l'industrie militaire et spatiale dans ma vie. Donc, des choses où on peut se dire que la place de l'émotion n'est pas très importante. Je peux vous dire que mon expérience professionnelle, c'est que j'ai l'impression que les plus grosses affaires que j'ai pu signer, c'est parce que mes clients avaient décidé émotionnellement de travailler avec nous et qu'ils ont trouvé des arguments pour post-rationaliser leur choix émotionnel.
Donc, dites-vous bien qu'un investisseur, souvent, même un fonds d'investissement, il y a toujours une dimension humaine, une sensibilité, une confiance. On dit souvent, c'est l'équipe. On dit l'équipe, l'équipe, l'équipe. Souvent, les investisseurs, ils investissent d'abord pour l'équipe. D'abord parce que l'équipe dégage quelque chose qui inspire confiance. Après, bien sûr, il y a le PowerPoint derrière, il y a les tableaux Excel derrière pour documenter et soutenir la décision émotionnelle. Donc, quelque part, face à un investisseur, l'appel à l'action, il peut être voyons-nous, il peut être demandez-moi une documentation ou échangeons sur ce sujet. Mais en fait, c'est provoquer une opportunité de poursuivre le dialogue. Donc, ça pourrait être un exemple de call to action ou d'appel à l'action. Ok, merci Jean-David. Il y a d'autres questions sur le chat, mais j'aimerais bien, s'il y a quelqu'un qui veut poser la question live, ben, sinon je vais prendre les questions sur le chat. Non? Ok. Ben, sur le chat, toujours pour Jean-David, mais je pense plutôt pour Agora Alliance. C'est après le lancement de Startup, est-ce qu'il nous faut contacter votre organisme pour pouvoir bénéficier de vos services? Et mis à part du pitch, quels sont les critères qui maximisent de gagner des prix? Alors, des prix, je ne suis pas sûr de comprendre. De gagner des prix, c'est moi non plus, mais peut-être j'inviterai c'est Amal qui a posé la question, à peut-être clarifier. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Amal. Merci monsieur Jean-David pour ce webinaire très intéressant. En fait, prix, je sais très bien que il y a les incubateurs ou tous les organismes qui offrent des services aux startups. Il y a des fois je ne veux pas dire des bourses, il y a des montants, il y a de l'argent et il y a aussi des formations. Il y a de l'argent, il y a des formations comme par exemple Next AI, Entrepreneur First et tout. Est-ce que vous faites la même chose? Est-ce que vous avez déjà ce genre des formations? Et c'est sûr que vous n'allez pas l'offrir à tout le monde, n'est-ce pas? Alors en fait, merci pour la précision. Maintenant, je comprends mieux la nature de la question. En fait, nous, on n'a pas vocation à donner de l'argent. On a vocation à soutenir à travers de la formation, de l'accompagnement. Mais dans l'accompagnement, il y a aussi l'assistance qu'on apporte aux entrepreneurs pour constituer des dossiers de financement. C'est-à-dire vous aider à aller chercher des financements, sachant qu'au Québec, au Canada, il y a beaucoup de sources de financement différentes. Il faut bien les identifier, bien les comprendre pour savoir en fonction de votre projet, quel est le fonds d'investissement ou quelle est la subvention ou l'aide qui est la plus pertinente et comment aller pitcher, présenter son dossier pour avoir toutes les chances d'obtenir ce soutien financier. Donc, c'est dans cette manière-là que nous, on accompagne les entrepreneurs. C'est ça. En fait, juste, j'enchaîne avec une autre question qui toujours demander justement de l'argent auprès des investisseurs, surtout ceux qui ont l'argent. C'est les gens, power comes with money. C'est un peu sensible d'aller comme justement demander du financement. Comment, c'est quoi la façon comme diplomatique, professionnelle d'aller convaincre? Est-ce qu'il faut justement, j'ai déjà très bien apprécié la façon avec laquelle vous avez présenté comment il faut comme utiliser des références, des statistiques pour prouver que notre solution elle est peut-être meilleure ou que le problème est appuyer le problème par des stats pour montrer que ceux qui investissent, ils ont de l'intérêt à investir leur argent, mais pour appeler à l'action explicitement, comment alors, ça peut se formaliser ça, c'est un vrai sujet à part entière, on pourra en parler très longuement, mais pour vous donner quelques indications, la première chose que je vais vous dire, c'est qu'en général, on vous donne de l'argent quand vous n'en avez pas besoin. C'est ça. C'est ça. Et pour inciter quelqu'un à vous soutenir financièrement, en fait, il faut apporter la démonstration de ce que vous avez engagé, vous avez déjà démontré, vous avez validé des hypothèses de marché et vous avez déjà démontré, même à toute petite échelle, que vous avez un modèle économique qui tient la route, que vous avez un processus commercial qui tient la route, même à toute petite échelle. En fait, il faut apporter une mini-preuve. C'est pour ça que, je ne sais pas, vous avez sûrement entendu parler quand on parle de Lean Startup.
de produit minimum viable, en fait, c'est de faire un prototypage qui démontre que ce que vous pensez a été validé par le marché. Et en fait, l'argent, il vient quand vous allez chercher à accélérer quelque chose que vous avez déjà validé. Donc, c'est pour ça que… Et puis, il faut parler, en fait, il faut parler de start-up quand on parle de start-up, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui créent des boulangeries, ils parlent de start-up. Une start-up, c'est une entreprise qui, dans son code génétique, a la potentialité d'accélération. Et ce n'est pas le cas de tous les modèles d'affaires. Des fois, il faut se dire, je fais une PME, je fais une entreprise. Alors, ça peut être une entreprise de croissance, mais aujourd'hui, le mot start-up veut tout et rien dire. Mais c'est un autre sujet sur lequel on pourra en parler aussi beaucoup. Mais dites-vous bien que le financement, c'est un outil, ce n'est pas une finalité. Et que la première source de financement qu'il faut obtenir dans un projet, c'est des commandes de clients. Le meilleur investisseur, c'est votre client. Si vous savez développer de la valeur, créer de la valeur et apporter de la valeur ajoutée à un client, il vaut mieux se faire financer par ses clients que par des investisseurs, parce que vos clients, ils vous laissent libre, vos investisseurs ne vous laissent pas libre. Donc, il faut aller voir les investisseurs pour accélérer. Alors, sauf, bien sûr, il y a des métiers, quand on est sur de la technologie, que quelque part, avant de mettre en place une technologie, il faut des investissements en amont très importants. Là, on a besoin d'investissements avant d'avoir démontré. Mais on est dans un cas de figure qui reste, somme toute, par rapport à l'entrepreneuriat au sens large, une ultra minorité de cas d'entreprise. Donc, d'abord, allez convaincre des clients. Et si vous arrivez à convaincre des clients, il y a tous les investisseurs qui seront vos amis. C'est ça. Donc, on revient au problème de la poule et l'œuf qui… Exactement. C'est le premier client qui est le plus intéressant et le plus important. D'ailleurs, par exemple, Nexeye a cet avantage qu'elle ne requiert justement pas ce premier client. Et c'est pour ça que c'est facile d'y aller. Bon, c'est pas facile, mais c'est compétitif. Et ça ne requiert pas ce premier client, mais une fois, et ça aide justement à avoir le financement et la formation. Il y a aussi Entrepreneur First qui est encore plus vraiment la somme d'argent qu'ils aident avec et la formation. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ça vient de se lancer en 2019. Et j'y ai participé, mais malheureusement, j'ai pas réussi à attraper l'idée. L'opportunité, c'est très, très, très compétitif. Ils offrent jusqu'à $100 000 de fonds pour commencer avec une formation de 3 mois en étant payé par mois $3 500 par mois. Donc, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Mais dites-vous bien qu'ils le font sur des technologies très distinctives. C'est ça, c'est ça. En fait, il faut justement prouver le modèle d'affaires, prouver le modèle, que le modèle, il tient la route, comme vous l'avez dit, avec peut-être des exemples qui au moins convaincants, pour qu'il s'assure que vous avez déjà l'esprit innovant et que vous avez des chances à gagner, même si vous n'avez pas ce premier client ou la chance même si vous n'avez pas ce premier client. C'est juste pour commencer, quoi. Oui. Mais merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. J'apprécie beaucoup. Merci avec plaisir. Beaucoup. Merci, Amal. Il y a une autre question, peut-être pour Marilyn. Quelles sont les étapes de base de l'elevator pitch d'une minute maximum? Je dirais que c'est le même format. C'est ma question. Ouais, c'est ça. C'est pour cela que je dis Marilyn, mais en vous pouvez partager. C'est le même format. On peut dire qu'on peut garder la même séquence, à part qu'on va être encore plus précis et concis que dans 3 minutes. On va se faire encore plus violence pour dire l'essentiel de l'essentiel. Mais normalement, un pitch, c'est toujours la même séquence. C'est toujours, j'introduis, je plante le contexte, je montre les limites des solutions existantes, je montre les avantages de ma solution et je fais un appel à l'action. C'est toujours cette même scénarisation, à part que quand on est plus contraint par le temps, on doit être encore plus efficace, encore plus percutant. Donc, il faut être peut-être plus sélectif des exemples, des stats. Exactement. Au lieu de donner 3 ou 2, donner juste un, le plus important et le plus… Exactement. OK, parfait. Merci. Okay. Avec plaisir.
Marilyn, tu veux ajouter des points là-dessus? C'est déjà très bien, Ok. mais peut-être le fait de dire que ça doit être aussi irréfutable, c'est-à-dire d'éviter des questions sans réponse. Ce qui se passe, c'est que pitch, s'il y a des questions après, c'est être certain que ce qu'on avance, on a toutes les réponses derrière. C'est ce qu'on appelle les data killers, c'est-à-dire que si on vient vous dire, mais par exemple, ça peut être le taux de conversion, si le taux de conversion, enfin, il y a des données dans certains secteurs qui peuvent tuer, quoi. C'est-à-dire, par exemple, dans l'événementiel, de dire les taux de conversion peuvent être très bas. Dans les choses de marketplace, c'est que c'est difficile. Il faut faire beaucoup de marketing en fait pour attirer les gens. Donc là, au niveau des données, marketing et web marketing, il faut être imbattable quoi, sur savoir ce qu'il y a sur le marché, etc. Donc c'est peut-être ça, irréfutable. C'est-à-dire que ce qu'on va dire dans le pitch, c'est un no-brainer pour les gens en face. Ils ont compris, puis ils ne vont pas poser de questions autres. Vous savez votre sujet, puis ça n'ouvre pas des portes dangereuses pour vous. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Jean-David, mais… Oui. Mais en fait, c'est vrai que quand on a quelques chiffres indiscutables, on renforce les choses. Mais en fait, quand on fait appel à l'émotion, il n'y a pas de débat. Oui, parce que on n'est pas dans le raisonnement. Exactement. Et quelque part… Oui, pardon. Juste pour rajouter, faire appel au sentiment tout simplement en évitant penser, en évitant les mots qui appellent justement à penser. Utiliser je sens, utiliser les termes comme par exemple pour la dame qui avait l'école, nous faire imaginer comment les enfants seront heureux dans votre école. Parce que tous les parents aiment voir ses enfants heureux. Et donc, utiliser les sentiments, utiliser vraiment, ça magnifie it's gonna magnify the effect. Ça intensifie l'effet. C'est ça. Parce qu'en fait, peut-être sur ce que tu dis, Jean-David, c'est qu'effectivement, souvent, on regarde l'entrepreneur. Et c'est l'émotion aussi. Si l'entrepreneur, dans le gestuel et tout, on sent que la personne, elle croit dans ce qu'elle est en train de nous dire, et ben ça balaye tout le reste finalement aussi. En une minute, c'est super important, quoi. Oui. Quelqu'un qui arrive puis qui est sûr de ce qu'il a fait, puis on peut lui rentrer dedans. Là, on sent que le gars, non, mais même s'il n'a pas la réponse tout de suite, là, il va la trouver ou la femme. Ça change tout aussi. Vous savez, il y a des gens qui sont très forts pour pitcher, sont les hommes politiques. Pourquoi? Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit: on rassemble toujours beaucoup de gens autour des constats, mais c'est très difficile de rassembler autour des solutions. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand, par exemple, on parle des enfants, si je commence un pitch en disant l'éducation, c'est important pour vos enfants parce que c'est la source de leur liberté, de leur autonomie, de leur bien-être, etc. Les gens, ils vont dire oui, 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 oui. Et plus le cerveau a l'habitude de dire oui sur des choses qui sont évidentes, plus il perd son esprit critique, le cerveau. Parce qu'on ne fait pas appel à son raisonnement, on fait appel à son ressenti. Et c'est en ça où le pitch, pour les détracteurs du pitch, ils considèrent que le pitch, c'est un outil de manipulation. Mais la différence, c'est que le pitch reste un outil. Après, est-ce que ça sert à un projet bienveillant ou un objet malveillant? C'est là où la différence se fait. Mais c'est vrai que le pitch est un outil d'influence. On est là pour inciter quelqu'un à faire une action. Donc, après, c'est les valeurs qui sont derrière l'entrepreneur, c'est les valeurs du projet qui vont faire que cet outil est au service d'une bonne cause ou d'une mauvaise cause. Mais ça ne reste qu'un outil. Moi, j'aimerais ajouter, on poursuit à bâtir des relations entre la personne qui gère l'entreprise et son équipe et le public et l'auditoire. Et dans la gestion de cette relation, on commence à bâtir une relation de confiance. Et cette relation de confiance, souvent, elle peut prendre 2, 3, 4 pitchs. Des présences à des événements, voir le produit sur le web, voir le produit chez les autres personnes, entendre les autres parler de son produit. Donc, je pense que si on prend le pitch comme une finalité, peut être une carte de présentation pour une première interaction.
Mais il faut enchaîner avec d'autres événements, d'autres présences, d'autres interactions pour générer une confiance à long terme et ainsi bâtir une clientèle qui va être au moins fidèle. Donc, c'est comme un des premiers pas, là, c'est la première carte de présentation. C'est ça, c'est ça. Merci Hector pour l'ajout, mais je pense là qu'on est vraiment, c'est le temps pour annoncer là où la gagnante, le ou la gagnante. J'ai pas de fait tambour, hein, donc je vais directement passer. On va le faire, tout le monde. Ça risque d'avoir beaucoup d'écho, mais pour le besoin de la cause, c'est bon. Donc c'est ça. Je sais pas, c'est peut-être Shaima ou bien Anne-Solane. Est-ce que Shaima est partie? Je suis là. Ah, tu es là, donc je vais laisser l'honneur à la présidente d'annoncer la personne qui a gagné le prix de ce soir. Parfait, merci beaucoup. J'en profite aussi à mon tour de remercier vraiment tous les entrepreneurs pour votre courage. Ça prend du courage pitcher. Et aussi pour les jurys de tous ces commentaires constructifs et vraiment tous les présents parce que sincèrement, le chat est très plein de commentaires et c'est agréable de voir votre réactivité. Alors, petit roulement de tambour et le ou la gagnante est la Startup Academy Elab présentée par Banour. Félicitations. Félicitations. Bravo. Bravo. Ça fait plaisir. Donc, j'imagine que le choix était difficile. Tout le monde a fait une belle job. Mais le choix s'est arrêté pour ce soir sur Academy Elab. Et je vais laisser Jean-David présenter le prix et aussi l'atelier. Et en même temps, j'encourage vraiment tout le monde à continuer à pratiquer, à pitcher. Puis, je suis certaine que ce genre d'événement, on va le refaire plusieurs fois pour permettre à plus de personnes de pitcher. Parfait, merci Shaima. Donc, le prix, en fait, c'est 1 heure de coaching gratuit d'Agora Alliance donc pour SUA. Donc, tu as le choix, tu choisis ta thématique. En général, quand on fait de l'accompagnement, c'est la personne qui dit « Voilà mon problème d'entrepreneur et comment vous pouvez m'aider à réfléchir sur cette problématique. » Donc, tu peux choisir soit on peut t'aider à améliorer ton pitch, soit sur une autre problématique entrepreneuriale que tu rencontres. Et donc, Anne-Solène et moi-même sont tous les deux pour t'apporter un accompagnement d'1 heure. Alors, quand on dit 1 heure, nous, on est assez large. Souvent, c'est 1h30. On déborde souvent. Mais voilà, c'est de t'aider, t'accompagner sur une problématique que tu peux rencontrer dans le cadre de ton projet. Parfait. Je peux y réfléchir avant de répondre? Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas d'urgence. Choisis ce qui te fait le plus mal et on va essayer de t'aider. Merci. On a toujours besoin d'aide et ça nous fait plaisir de trouver quelqu'un pour nous épauler. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Et donc, en plus, c'est les enfants. Donc, moi, je suis père de 2 enfants qui ont un peu grandi, hein, ils sont plus âgés. Mais ça m'aurait fait plaisir de vous accueillir. Ils ont passé l'âge maintenant, mais je suis sensible à la cause des enfants. Donc, et Anne-Solène aussi. Donc, voilà. Donc, c'est un sujet sur lequel on aura plaisir aussi à contribuer. Merci. Et donc, juste pour remercier donc, de nous donner l'occasion de faire le lien avec l'atelier qu'on anime autour de cette thématique du pitch. Donc, comme je l'ai évoqué au début, ce sont des sessions qui se font à distance. Donc là, c'est un atelier qui dure 2 fois 3 heures et qui est là pour vraiment aider les entrepreneurs à structurer leur pitch de façon efficace. Et puis, j'ai une petite nouvelle qui va être officialisée dans peu de temps. C'est que cet atelier va être enrichi par un outil d'intelligence artificielle qui va permettre d'améliorer la partie non verbale du pitch. Vous vous rappelez, je disais, il y a les mots 7%, mais ensuite il y a 38% le ton et le rythme de la voix, et puis le reste de la gestuelle. Et donc, on va intégrer dans notre atelier un outil d'intelligence artificielle qui va analyser la partie non verbale de votre pitch pour vous aider à l'améliorer. Donc, c'est une première hein, qui va avoir lieu ici au Québec. Donc, pour ceux que ça peut intéresser, on va organiser une prochaine session
donc le 7 et 14 octobre, donc les 2 sessions de 3 heures. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur notre site, nous contacter et vous inscrire si c'est quelque chose qui peut avoir du sens par rapport à vos efforts de communication. Merci Jean-David. Je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Donc, je voudrais juste remercier notre jury, Marilyn, Jean-David, Hector et Anne-Solène. Pardon. Et aussi pour remercier tous les participants et aussi nos startups qui ont pris le courage pour pitcher aujourd'hui. Et bonne chance pour vos aventures entrepreneuriales. Et merci tout le monde, merci aux participants et à la prochaine. Merci à tous. Merci. Et à la prochaine. Merci tout le monde, bonne soirée. Bonne soirée et bravo. Tout le monde, bonne soirée. Merci. Bravo. Merci. C'était un vrai plaisir. Bye. Bye bye. Merci à tous.